Bonjour et bienvenue à tous à la Société géologique de France pour ces Journées nationales de la géologie. Nous avons choisi aujourd'hui de faire une présentation de minéraux et d'ouvrages avec François Farge, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle. Bonjour à tous. Nous sommes à une distance à peu près correcte. Tout à fait. Donc nous pouvons retirer nos masques. Allons-y, on nous entendra mieux. Voilà, ça va mieux. C'est plus clair et puis on restera à une distance. Exactement. Donc, merci beaucoup à François Farge de nous accompagner pour parler minéralogie et surtout cristallographie actuelle aussi. Je vais présenter assez rapidement quelques ouvrages qui accompagnent cette présentation de minéraux. Je tiens à remercier d'ailleurs Jean-Claude Bouillard de nous avoir prêté certains de ces minéraux à la collection de minéralogie de la Sorbonne. Ça a été l'occasion pour nous de regarder dans nos sous-sols et de voir si on avait des choses sur le sujet, parce qu'on a un fond très très ancien. Donc je vais vous en parler assez rapidement, ce qu'on a voulu faire, et puis après je vais laisser François parler sciences. Alors, donc l'idée ça a été de faire quelque chose d'un petit peu chronologique pour déjà avoir une idée de ce que c'était que la cristallographie. On est obligé de passer par qu'est-ce que c'est qu'un minéral. Et la notion peut remonter très très loin avec, au départ, un manque de distinction, on va dire, entre les roches et les minéraux. De temps en temps, il y a encore des petites subtilités sur le sujet. Donc, ici, c'est la minéralogie avant la minéralogie, on va dire. On peut remonter à l'Antiquité. Aristote s'est assez peu occupé de minéraux en particulier, mais un des élèves d'Aristote qui s'appelait Théophraste a lui publié un traité des pierres qui a été traduit au XVIIIe siècle en anglais, et la version anglaise a été traduite ensuite en français. Donc ça, c'est un exemplaire qu'on voulait montrer pour parler de l'Antiquité. Après, on peut mentionner ce qui va se passer au Moyen-Âge avec l'alchimie, et puis on arrive au XVIIIe siècle, la chimie va se développer, la physique va se développer aussi. On va avoir quelques grandes figures d'Europe du Nord ou d'Allemagne et aussi de France qui vont effectivement poser des règles sur comment, qui vont aussi avoir des outils pour déterminer ce qu'est un cristal et essayer de classer tout ça. Donc ici, ce qu'on montre, on a fait un petit focus sur une très très grande figure de la cristallographie, un des fondateurs, René Juste à Huy. On n'avait pas d'ouvrage de Romée de Lille, mais ça méritait quand même qu'on cite son nom. On avait uniquement un petit pamphlet de lui contre Buffon, mais là on a voulu quand même rendre hommage à cette grande figure-là avec effectivement son grand traité de cristallographie, avec la figure la plus connue qui est l'empilement, ici figure 70, des molécules intégrantes. Donc c'était vraiment la chose la plus caractéristique qu'on pouvait montrer sur lui. Montrer un minéral qui a été nommé Awin en son hommage, en son honneur quelques années plus tard. Donc ça, c'est vraiment ses ouvrages, la manière dont il a voulu représenter les cristaux et effectivement montrer que sa réputation a perduré. On a même des ouvrages en russe sur lui. Ensuite, on montre effectivement les systèmes cristallins de manière assez simple et assez schématique pour avoir une idée de la géométrie dans l'espace. Ensuite, on montre effectivement que les outils se développent, que la science se développe. Donc, on a voulu montrer un petit goniomètre. Celui-là est beaucoup plus moderne, mais qui est mis au point par un dénommé Carangeau à la fin du XVIIIe siècle, qui va travailler d'ailleurs avec Romée de Lille et qui va permettre de définir la loi de constance des angles. Montrer aussi qu'il y a tout un aspect ici avec la citation d'un dénommé Berzelius de la chimie, du classement effectivement des éléments chimiques, qui va aider à la cristallographie. Et enfin, une petite représentation qui est de 1864, des premiers en optique minéralogique, des premiers microscopes polarisants. Donc ça, c'est vraiment le côté de quoi on a besoin pour déterminer la cristallographie. Après, on a voulu se focaliser sur les systèmes cristallins. On a eu le système cubique sur 2 vitrines avec quelques minéraux
une représentation ici par Bedan qui date des années 1830, la galène ici, le système, et puis ici, effectivement, des petits modèles en bois prêtés par la collection de Jussieu de la Sorbonne pour justement montrer les classes de minéraux. Avec ensuite le système, alors on a voulu faire un petit focus sur le quartz, avec encore une fois une petite planche, montrer effectivement les différentes structures du quartz ici sur un ouvrage ancien de Descloiseaux qui est de 1855. Toujours dans le même système, on ne pouvait pas passer à côté de la calcite, ne serait-ce que par l'importance que ça a dans la légende de Haüy, avec une petite calcite ici déréfringente. On n'a pas mis de petit papier, mais elle marche très très bien. Ensuite, le système hexagonal qui permettait ici de parler de Dolomieu qui mentionne assez tôt le béryl et de mentionner surtout une très très grande figure qui est Naumann et qui va vraiment définir des règles de cristallographie. Tout un système, en fait, il y a de très très grands minéralogistes qui ont chacun appelé les systèmes cristallins de manière différente, ça a évolué au fil du temps, et lui, ça fait partie des bases qui sont encore dans la plupart des ouvrages sur l'histoire de la cristallographie. Ensuite, on continue sur le système avec ici le système orthorhombique. Donc, on a des petites planches un petit peu vintage de TP qui nous ont été prêtées par la collection. On a le soufre de manière cristallisée, de manière pas très cristallisée. On a la manière dont on pouvait représenter à l'époque avec la dénomination de l'époque prismatique à base carrée, par exemple. C'était comme ça que Bedan appelait ce système-là. Ensuite, on passe au monoclinique avec les petits modèles en bois, un petit minéral, la storotide, qui fait partie de ce système-là, et la manière dont ça continue à être représenté, à être normalisé, à être classé dans des ouvrages. Alors là, c'est plus récent, c'est les années 50. C'est l'appât du Hargue. Le système monoclinique, on avait quelques autres petits minéraux, donc on a voulu faire une deuxième vitrine dessus, quand même en faisant un petit focus sur le gypse, qui est effectivement déjà dans la première vitrine et qui est le minéral qui est historiquement, on va dire, qui se retrouve dans même des traités antiques, avec ici un petit manuel où en fait il y a toutes les caractéristiques chimiques, optiques, avec quoi c'est associé, pourquoi c'est utilisé. Et puis des petits minéraux différents, effectivement, là il y a du feldspath et là il y a de l'actinote. Et enfin le système triclinique avec de l'actinite, des tout petits cristaux qu'on voit ici avec la loupe, et une petite représentation effectivement de la fin du 19e, de comment on calcule, on imagine les faces et les angles de ce minéral. Ensuite, ici, on a voulu montrer la beauté de certains ouvrages et aussi la diversité. Donc, on a vraiment des vieux ouvrages qui ressemblent à des grimoires. On a des grands classiques, on a des petits ouvrages de poche très mignons qu'on peut embarquer avec soi quand on veut aller explorer la minéralogie. On a des choses assez connues qui continuent, on va dire, au XXe siècle, comme Browns, et on a des leçons de cristallographie où c'est vraiment des manuels très très pointus et presque abstraits, très très spécialisés. Et sur les choses modernes qu'on continue à avoir en bibliothèque, on a voulu terminer en montrant la diversité du sujet, la richesse du sujet, et que ça peut intéresser absolument tout le monde. On peut s'intéresser à des revues, on peut s'intéresser à ce qui est historique avec des figures comme Floriot de Bellevue, par exemple, ou comme Dolomieu. On a des très beaux ouvrages qui, effectivement, sont en général des catalogues de musées, comme le Muséum, comme le musée à Mines ParisTech, qui sont des très beaux cadeaux aussi quand on ne sait pas quoi offrir, et avec une très très belle géode pour finir. Et pour conclure tout ça, on a voulu montrer aussi, alors il y a un petit
marque-page qui fait une bonne transition effectivement sur les choses qu'on peut avoir pour apprendre en s'amusant. Ça a été édité par la SGF et par le Règne minéral. On y retrouve la dureté des minéraux et on y retrouve, je crois que c'est les classes minéralogiques. Et ça sera disponible à la SGF. Et donc, ça fait partie des petits outils qu'on peut avoir pour s'amuser, pour lire, pour visualiser. Et on a voulu montrer que c'était très facile d'avoir des supports pour s'amuser, pour faire des cristaux soi-même, quand on s'intéresse un petit peu aux minéraux ou aux roches. Donc ça, c'est du sulfate de cuivre, il suffit de le faire chauffer, de laisser reposer avec une petite potence. Et au bout de 2 heures, on commence à voir que ça cristallise autour du fil et ça devient très, très joli. Au bout de quelques jours, on peut le retirer. Ça fait un cristal qui est magnifique. Il y a plein de possibilités, effectivement. Il y avait ici une boîte où on peut aussi, si on a des enfants qui s'intéressent à ça, former soi-même ces cristaux. On a des jeux de cartes qui permettent effectivement de savoir à quelle famille appartient un minéral et d'avoir une idée visuelle et d'avoir la composition chimique et de faire ça en famille le soir. Et puis, pour avoir une idée du volume et de la géométrie en 3D, il y a même des petits modèles à découper où on peut effectivement construire soi-même le minéral. Alors, ça peut aller du très simple au plus compliqué, il faut savoir manier la colle, mais c'est des bons moyens effectivement de déterminer quelles sont les faces, comment ça fonctionne, quelle face est censée aller avec quelle face pour faire quel angle. Donc, tous les moyens sont bons en fait. Il peut y avoir des choses pointues, il peut y avoir des choses de chimie, il peut y avoir des choses pour les enfants pour qu'ils découvrent tout ça, et il y a toute une partie intéressante c'est une science qui est encore vivante maintenant, la cristallographie, où il continue à y avoir de la recherche, des choses qui sont publiées, et c'est l'occasion justement d'écouter François Farge, qui est un spécialiste et qui a redécouvert le diamant bleu, entre autres, de la couronne de France. Donc, je vais le laisser. Eh bien, c'est à moi. Merci. Après ce brillant exposé de cette exposition de cristallographie, effectivement, on a vu toute la richesse de l'évolution des connaissances depuis l'Antiquité et les approximations, les petits errements des cristallographes. C'est normal, hein, c'est la science. Tous les jours, on apprend des choses nouvelles. Et alors, effectivement, on apprend même tous les jours des choses nouvelles sur notre passé qu'on essaye de redécouvrir, mais aussi au muséum, en parallèle des magnifiques collections. Vous en avez parlé à Sorbonne et à Mines ParisTech. Et au muséum, on a beaucoup de chance d'avoir la collection certainement la plus riche en objets historiques, dont de nombreux modèles de ce dont vous avez parlé il y a quelques minutes peuvent être vus en ce moment pendant l'exposition temporaire pierres précieuses, parce que le concept même de pierres précieuses va être, en tout cas son analyse gémologique va être mise en place par René Justaï, dont on a parlé, après avoir mis sur place les concepts d'espèces minérales et les premiers éléments de cristallographie qu'ils feront, qui sera non seulement le père de la minéralogie moderne, le père de la cristallographie moderne, comme vous l'avez signalé, mais aussi le père de la gémologie moderne. Donc à voir au muséum jusqu'au 22 août. Mais nous sommes ici aussi pour parler aussi justement de toutes ces pièces anciennes qui ont été redécouvertes grâce à un travail que nous avons fait avec les collègues de Mines ParisTech et à Sorbonne et qui a commencé en 2014 avec l'exposition Paris, berceau de la cristallographie. À l'occasion de l'année internationale de la cristallographie. Exactement, en 2014. Alors, c'était la première fois depuis très longtemps que les 3 grandes collections parisiennes s'étaient regroupées et travaillaient main dans la main. C'était un événement vraiment particulier qui nous a fait bien plaisir. Et puis, nous sommes rendus compte que nous, au muséum, on avait pas mal de choses, mais c'était dans un gentil petit désordre, très poétique, peut-être un peu trop romantique par moment. Et alors, on a commencé à mettre de l'ordre dedans, puis on a découvert plein de choses. Ça rend la découverte encore plus belle. Oui, parce que ça nous permet de mieux comprendre notre passé, d'où nous venons, et surtout comprendre notamment que c'était pas évident pour les pères fondateurs, Romilly, vous l'avez cité, René Justaï, de conceptualiser effectivement le concept de cristallographie à une époque où Buffon
Buffon disait qu'il n'y avait rien à comprendre dans les cristaux, que tous les minéraux faisaient ce qu'ils voulaient bien et qu'il n'y avait rien à comprendre. Et alors Romédil a été le premier à essayer de conceptualiser tout ça. Ça lui a coûté très cher au niveau de sa réputation, mais nous avons récupéré toute la collection Romédil au muséum indirectement et on va bientôt voir notamment l'un de ces complexités. Si on peut avoir la première diapositive, voilà, donc alors la deuxième peut-être. Voilà, on va voir donc ces évolutions. La diapositive suivante. Voilà, alors ce Romée de Lille, nous le voyons, donc minéralogiste des Lumières, mais qui travaillait essentiellement seul, à son propre compte, et il sera mandaté par Thierry de Ville-d'Avray d'aller expertiser les joyaux de la couronne, et notamment le troisième d'entre eux, le grand saphir acheté par Louis XIV. Et on voit que ce grand saphir est une forme totalement inhabituelle pour une pierre précieuse. Et pourtant, à l'époque de Louis XIV, elle a été acquise en tant que pierre précieuse. Donc, au XVIIe siècle, ça ne faisait pas de doute. Mais avec l'essor de la science des cristaux avec Romée de Lille, on s'est dit, mais écoute, ça ressemble pas vraiment à une pierre précieuse, c'est un cristal de saphir. Et effectivement, ça va être la grande question de Romée de Lille, qui va l'étudier de très très près dès 1783, même avant, même 1774, et il va se convaincre lui-même dans son premier traité sur la cristallographie qu'on a affaire ici, de façon claire et évidente, il est assez affirmatif qu'il s'agit là d'un cristal de saphir. Alors la pièce, elle a été volée à la Révolution, mais on l'a retrouvée depuis et elle a été confiée au muséum depuis 1796 et on peut la voir, alors cette fois-ci, pas dans l'expo temporaire en ce moment pierres précieuses, mais l'expo permanente qui s'appelle Trésor de la Terre et c'est l'une des plus belles pierres précieuses qui existent à ce jour. Alors, quel travail a fait Romée de Lille justement pour essayer de résoudre le fait, est-ce que c'est une pierre dont les facettes sont naturelles, c'est-à-dire un cristal, ou alors c'est une pierre qui a été facettée par l'humain, c'est-à-dire une gemme. Toute la différence est là. Alors, on va voir, grâce à des redécouvertes dans les archives, nous allons voir que très bientôt, j'espère, voilà, j'ai retrouvé le testament de Romée de Lille aux Archives nationales, ce qui nous a permis de savoir plein de choses et notamment, il donne ses instructions sur sa collection et quelles sont les pièces les plus emblématiques et il parle d'une collection dont on n'avait pas du tout connaissance, une collection de petits objets verts dont il dit que c'est sa collection la plus importante. Alors, j'ai été refaire un tour dans les collections du muséum et Banco. On avait cette collection de petits modèles en argile. On ne savait pas du tout à quoi ça correspondait. Et effectivement, le numéro 71 que j'ai sélectionné, c'était, selon Romée de Lille, le modèle cristallographique du grand saphir des joyaux de la couronne. Et il y a même une gravure voilà, dans son traité Essai de cristallographie de 1772, qui montre le numéro 71, qui est le grand saphir donc de Louis XIV, qui pour lui est un cristal. En fait, ça peut pas être une gemme parce que les gemmes c'est facetté avec des tas des facettes triangulaires tout autour de la pierre, enfin comme on imagine de nos jours, une pierre précieuse. Et là, c'est vrai qu'on a une pierre vraiment extrêmement étonnante. Et alors, donc, Romée de Lille va beaucoup hésiter parce que dans l'édition d'après de sa cristallographie de 1783, il va quand même hésiter. Il va se dire non, finalement, je crois que ça a dû être poli, c'est pas trop. Parce que effectivement, il avait mis en route la loi de Constance des Angles avec notamment Carangeot. Et en faisant la constance des angles du grand saphir, il ne le dit pas, mais moi je l'ai faite avec son propre goniomètre que nous avons en collection, et ben ça fonctionne pas. Donc, on voit bien qu'il y a un truc de pas naturel dans ce grand saphir. Et il a un doute. Mais bon, patatras, en 1787, il reçoit des modèles de Werner, de Corindon, et qui ressemblent énormément au grand saphir. Et il retombe dans son travers d'origine pour finalement reconclure que le grand saphir est un cristal naturel. Alors, vous voyez, alors de nos jours, on voit bien que les cristaux de saphir ne forment pas du tout ces formes-là dans la nature, c'est plutôt des prismes hexagonaux. Mais à l'époque, c'était pas évident de s'y retrouver dans tout ça. C'est vraiment ça montre bien la grande difficulté pour ces premiers cristallographes d'essayer de raisonner toutes ces choses qui
pourtant de nos jours nous paraissent évidentes. Alors sur la diapositive d'après, eh bien, on va voir comment, effectivement, Romée de Lille, dans sa seconde version de son traité de cristallographie de 1783, où on retrouve le grand saphir tout en haut à gauche, il a mis en premier de la 4e planche. Donc, ça veut dire qu'il lui donnait une place à tout seigneur grand honneur, comme Louis XIV, d'ailleurs, l'avait mis comme 3e gemme des joyaux de la couronne, après le diamant sensible et le grand diamant bleu. Et donc, toutes ces planches ont été publiées. J'espère bientôt que vous aurez une copie de ce traité de Romée de Lille parce que oui, je vous le souhaite parce qu'on arrive à trouver encore des exemplaires sur le marché. Et puis, nous avons pu récupérer les petits modèles en argile qui ont été faits à cette époque-là par l'Hermina, Carangeau et toute la bande à Romée de Lille, si je puis m'exprimer ainsi, et notamment un cristal de pyrite de la collection Romée de Lille qui est juste à côté, qui a certainement servi de modèle au modèle qui est en céramique. Et on a retrouvé, enfin en terre cuite compactée, et d'ailleurs on a retrouvé, c'était une technique de la manufacture de Sèvres. C'est-à-dire que Romée de Lille a été voir les plus grands manufacteurs du travail de l'argile et pour arriver à faire ces modèles de cristallographie les plus précis possibles. Et donc, dans la diapositive d'après, on voit, comme vous l'avez très bien énoncé tout à l'heure, que si les premières notions, c'est Romée de Lille, c'est vraiment à lui qui va commencer à conceptualiser et rationaliser tout ça d'une autre manière. Et dans les collections du muséum, nous avons retrouvé le fameux burin qui a fait traiter à lui de cristalloclaste, c'est-à-dire de briseur de cristaux par Romée de Lille, parce qu'il y a eu beaucoup d'inimitié, beaucoup dans le sens Romée de Lille vers Ayui. Il y avait une certaine jalousie de la part de Romée de Lille vers Ayui, parce qu'Ayui, en travaillant très peu, mais je dirais de façon très scientifique et très efficace, il sera nommé tout de suite à l'Académie des sciences dès 1783, alors que Romée de Lille va devoir trimer toute sa vie et il va pas y arriver. Donc ça a fait beaucoup de ressentiment de Romée de Lille envers Ayui, mais l'inverse n'était pas trop vrai. Ayui a toujours célébré tant que faire les grandes contributions de Romée de Lille. Pas tout le temps, mais assez souvent. Et alors, donc, Romée de Lille Ayui travaillait en clivant les cristaux naturels pour essayer de remonter à la molécule intégrante que vous avez abordée tout à l'heure, c'est-à-dire cette unité primordiale de cristallographie. On ne connaissait pas les atomes, les éléments. Les atomes, oui, on suspectait depuis les Grecs leur existence, mais on n'avait pas de preuves. Mais en tout cas, donc, Romée de Lille, Ayui, encore une fois, et selon la tradition, aurait cassé un cristal de calcite de Monsieur de France, calcite de Derbyshire, et je pense que je l'ai retrouvé dans les collections du muséum parce que c'est cette calcite que vous voyez sur son socle de la collection Ayui, sur lequel, si vous regardez la base du grand cristal de calcite jaune, qu'on appelle un scalénoèdre, et ben Ayui a utilisé son burin pour sculpter une sorte de caverne à l'intérieur de la base du cristal de scalénoédrique de calcite, dans lequel on voit, si vous regardez bien votre écran, on voit la forme rhomboédrique de la calcite se poindre, alors que le cristal n'a pas du tout cette forme-là. Donc, Ayui en déterminera une gravure encore. On va la voir arriver. Voilà, la fameuse gravure de l'évolution d'un prisme de calcite vers un rhomboèdre de calcite qui lui permettra de dire comment un minéral peut avoir plein de formes cristallographiques différentes, parce que selon Buffon, c'était la preuve la plus évidente qu'il n'y avait rien à comprendre dans les cristaux. Et bien justement, Ayui va donc rationaliser tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident de passer d'un prisme à gauche à un rhomboèdre à droite, tout comme on voit dans l'échantillon de Derbyshire, de passer d'un grand scalénoèdre à un petit rhomboèdre, c'est pas évident. Et voilà, ça va être le début des grandes choses qui vont arriver. C'est-à-dire que Ayui va mettre vraiment du concept scientifique, alors que Romée de Lille est plus dans le descriptif. Et d'ailleurs, c'est ce que reprochait Romée de Lille à Ayui, c'est qu'Ayui allait trop vite en besogne, et Romée de Lille voulait finir de tout décrire avant de commencer à raisonner. Et c'est impossible de décrire toute la nature parce qu'elle est beaucoup plus imaginative que ce qu'on peut imaginer. Donc, Romée de Lille poursuivait en fait une chimère un peu vaine, parce que même de nos jours, on est loin d'avoir décrit tous les cristaux. Donc, Ayui est allé de l'avant et c'est ça qui lui a fait rentrer
qui l'a fait rentrer à l'Académie des sciences, parce qu'Haüy non seulement décrivait, mais il expliquait. Ce que Romesville n'expliquait pas trop. Il était purement dans le descriptif. Alors, dans la page la diapositive d'après, on va faire un grand bond et on va voir, oui, alors je vous ai fait un petit résumé du passage des concepts du classification des différents grands types de cristaux de Romesville, en passant par Haüy, avant d'arriver à Carl Samuel Weiss, qui dédiera son étude en 1812 à René Juste Haüy. En ayant une idée vraiment géniale, ce Berlinois va plutôt se focaliser pas sur les relations géométriques, mais sur les axes de symétrie. Et ça va être la grande idée de Samuel Weiss, mais il va dire c'est complètement différent de Haüy, mais je dédie cette découverte à Haüy. Et dès le départ, Weiss va définir 7 catégories différentes, et vous voyez qu'elle ne recouvre pas les 6 ou 5 catégories, soit de Romesville ou soit de Haüy, parce qu'on n'est plus du tout sur le même concept, et seulement un va être décrit, il va lui donner un nom, c'est le 7e, qui va appeler sphéroïdal, qui va être en fin de compte ce qu'on a appelé maintenant le système cubique, c'est-à-dire en fin de compte ce que veut dire Weiss, c'est isométrique. Et effectivement, dans la langue anglaise, on parle plutôt du système isométrique, c'est-à-dire où tous les axes ont la même longueur dans les 3 directions de l'espace. C'est pas forcément du cubique, ça peut être de l'octaèdre, ça peut être plein d'autres choses. Mais en français, on a pris l'habitude d'appeler ça cubique, d'appeler ce système cristallin cubique, mais c'est un petit peu un abus de langage parce que le cube, c'est plutôt une forme, une morphologie, plus qu'un concept. Et alors, on verra quadratique, orthorhombique, trigonal, j'y tiens, et pas rhomboédrique. C'est une grande erreur française de confondre. Le rhomboèdre est une variante possible du système trigonal, mais pas un système cristallin. C'est écrit dans beaucoup de bouquins, mais non, c'est trigonal, monoclinique, triclinique, hexagonal. Mais pour arriver à ça, et c'est la diapositive d'après, on va retrouver tous ces grands cristallographes dont vous avez parlé, et donc on va en faire un résumé relativement succinct. Donc, on va repartir de Weiss qui redémarre effectivement des 7 systèmes cristallins, et on va passer par la grande école allemande. Il y a l'école suédoise dont on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Linné, d'abord, qui a été le premier à essayer de conceptualiser les cristaux, mais il va jeter l'éponge très rapidement parce qu'il n'y comprend rien. Mais c'est vraiment Bergman qui va vraiment, Torbern Bergman, qui va notamment avoir des intuitions très similaires à Haüy. En même temps, d'ailleurs, on va suspecter beaucoup de plagiat entre eux deux, mais ils vont tous jurer que non. Mais c'est vraiment, après l'école suédoise, l'école parisienne, c'est vraiment l'école allemande qui va prendre le dessus avec Moss. Qui lui limite regroupe les 7 systèmes de Weiss en 4, mais Naumann, lui, il va monter à 8. Il va inventer un nouveau système, le diclinique, qui est intermédiaire entre le monoclinique et le triclinique, c'est-à-dire c'est le prisme oblique dans 2 directions au lieu d'une et pas dans la 3e. C'est-à-dire c'est un prisme rectangle, à base rectangle, mais oblique dans 2 directions. En fin de compte, c'est une variante du triclinique. C'est pour ça que rapidement après, il va être par l'école française qui s'est senti distancée. Ils sont toujours dans l'héritage de Haüy et ils voient que les Allemands ont pris un autre chemin et qui est très bon. Et donc, notamment l'élève de Haüy, de la Fosse, va tout faire pour rétablir l'héritage de son maître, René Juste Haüy, tout en intégrant les découvertes allemandes qui sont fondamentales. Et donc de la Fosse en 1847 va commencer à donner des noms plus français, sénaire, ternaire, quaternaire, terminaire, et puis après on va tomber sur donc à l'école polytechnique sur Bravet, qui va aussi lui donner ses petits noms à lui, mais on reste toujours à 7 systèmes cristallins et on se rapproche de plus en plus de la terminologie actuelle, quadratique, prisme carré droit par exemple, et c'est avec Bravet que le cube commence à s'imposer en langue française. Avec le réseau. Avec le réseau. Voilà. Oui. Alors, la notion de maille, la notion de réseau, je ne rentre pas trop dans les détails, complexe, mais absolument. Bravet a repris ça et sur les bases de la Fosse, qui va créer la notion de maille élémentaire, qui est absolument fondamentale et qui fait revenir l'école française, notamment parisienne, de cristallographie dans le rang, dans l'avant-garde qu'elle avait un petit peu perdue avec ce conservatisme presque aveugle en Haüy dans ces dernières années où Haüy avait du mal à suivre les découvertes allemandes.
Mais on était peut-être un petit peu, effectivement, dans l'ombre de son héritage. Voilà. Je sais qu'une des premières choses, quand on étudie les systèmes cristallins, si on ouvre la page Wikipédia, on tombe sur système réticulaire et système cristallin, avec justement un rappel qu'il y a une petite subtilité et qu'effectivement, l'Association internationale de cristallographie a bien défini que le terme rhomboédrique, par exemple, ne correspond pas au système. Non, absolument. Donc, effectivement, les deux s'entrelacent avec en plus l'école suédoise qui avance beaucoup. Oui, absolument. Berzelius, vous l'avez le cité plus sur le côté chimie, mais qui travaillait main dans la main avec Torbern. Et les Français, ils sont venus. Berzelius nous a laissé au muséum plein d'échantillons d'origine, donc notamment le cotype de l'albite, du minéral albite, qu'il a découvert lui-même. Donc voilà, puis on en arrive petit bout par petit bout à la situation actuelle, donc la page d'après, donc une iconographie que j'ai repris à Calaméo, qui est très belle, je trouve, mais avec une erreur, vous voyez, que j'ai notée. Nous avons noté tous les deux en parallèle. J'ai le même exemple. C'est drôle, hein. On a trouvé la même icono, elle est très belle, mais on ne parle pas de rhomboédrite, mais de trigonale, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge clignotant, comme vous pouvez le voir. Et il y a quelques noms de minéraux qui ne suivent pas la terminologie française, parce qu'on est un peu chauvin. Kyanite, non, c'est les anglo-saxons. Chez nous, c'est dystène. Alors, je sais que c'est pas le nom officiel à l'international, mais c'est comme ça. Chez nous, c'est dystène. Je revendique. Je sais que j'ai des collègues étrangers au muséum pas du tout d'accord avec ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, il y en a un autre aussi qui me plaît pas trop. Là-dedans, je les ai pas mis, mais bon, quand on dit arsenic, non. Arsenic, c'est le deuxième tout en haut à gauche. Il faut dire arsenic natif. Le minéral, c'est l'arsenic natif. L'arsenic, c'est l'élément chimique tout seul. Voilà. Voilà. Puis, il y en a un troisième. Ah oui, il y a barite. Barite en français, c'est le minerai de barytine qui est utilisé notamment par les foreurs. Barite en anglais, c'est correct, mais en français, on dit barytine. Non, mais voilà. Cocorico. On est d'accord. Alors, à la diapositive d'après, on est passé sur un fond clair. Alors, de nos jours, oui, on ne voit pas tout, mais c'est vrai que de nos jours, on n'utilise plus les systèmes cristallins en tant que tels. On travaille beaucoup plus sur les 230 groupes d'espace en cristallographie, qui sont toutes les variantes possibles au sein de chaque système cristallin. Et alors, on va voir, par exemple, tout de suite pour le triclinique, il y en a deux, et on leur donne des numéros. Et alors, de façon assez curieuse, si dans les systèmes cristallins, on a tendance à mettre toujours le cubique en premier et le triclinique en dernier, avec les groupes d'espace, on fait exactement l'inverse, parce que ce qui semble simple à première vue est en fait horriblement compliqué dès qu'on regarde les positions atomiques et vice-versa. En fin de compte, le triclinique est un système cristallin très difficile à visualiser en 3D pour beaucoup de gens. C'est un prisme losange doublement penché, donc ça ressemble à tout sauf à rien, grosso modo, c'est tout. Sauf quelque chose de logique et d'ordonné, et bien en fin de compte, c'est le plus simple d'un point de vue groupe d'espace. Il n'y en a que deux, et on les appelle numéro 1 et numéro 2. Vous voyez les notations de cristallographie, et en fin de compte, toute la difficulté va résider dans la localisation des atomes au sein de cette structure triclinique. Mais la description cristallographique en tant que telle de l'élément de la symétrie triclinique est extrêmement simple. C'est quelque chose qui n'a aucun élément de symétrie, grosso modo, à part un centre d'inversion. Et alors, à contrario, on va voir que la situation se complique au fur et à mesure que le système cristallin devient visuellement plus simple. Mais c'est à l'heure. Au monoclinique, on en a de 3 à 15 groupes d'espace et vous savez lire. Et vous voyez que on va jusqu'au cubique où il y a plus de 35 groupes d'espace différents, extrêmement compliqués avec beaucoup d'opérations de symétrie. Et quand on doit travailler mathématiquement sur un système cubique, c'est beaucoup de travail. C'est pas simple du tout. Et là, l'ordinateur nous a beaucoup aidé parce que sinon, c'est assez infernal. Donc, vous voyez, il y a des richesses cachées. Et ce qui est complexe du premier ordre, comme le triclinique, ne l'est pas forcément intrinsèquement d'un point de vue mathématique. Dans la diapositive d'après, donc, je vais vous parler, pour terminer, de la cristallographie actuelle au-delà des systèmes cristallins et des groupes d'espace, parce que tout cela est bien connu depuis le début du XXe siècle. Et notamment, nous, cristallographes, entre guillemets, dès qu'on essaye de comprendre l'agencement des atomes, eh bien, on va regarder de nos jours plutôt les minéraux très compliqués qu'on n'arrive pas à décrire, justement, avec ces lois de la cristallographie. Et l'une sur laquelle, personnellement, j'ai beaucoup
travaillez, c'est la minéralogie des surfaces. Et vous voyez ces empilements d'atomes que vous voyez à l'échelle atomique, eh bien, sont très proches des modèles d'AUI des molécules intégrantes que vous présentiez tout au début dans l'exposition. Et on voit, nous, à l'échelle des atomes, des choses extrêmement similaires à ce que AUI avait vu. Simplement, lui, il imaginait qu'à l'échelle microscopique, il y avait des molécules intégrantes. Et je dois dire ici que AUI n'a pas inventé le concept de molécules intégrantes. Parce que beaucoup de gens l'écrivent, ça, je le lis partout. Non, c'était un concept de chimie qui existait au XVIIIe siècle, Macquer et plein d'autres. Et en fin de compte, ce qu'a essayé de faire AUI, c'est de trouver un élément de structure le plus petit possible qui puisse être identifié à ce que les chimistes appelaient la molécule intégrante. Mais c'est vrai que dans ses écrits, AUI n'est pas très clair. On a l'impression qu'il identifie la molécule intégrante. C'est moi qui ai identifié la molécule intégrante dans ses écrits. Non, en fait, quand il le dit en ancien français, ça veut dire qu'il l'identifie à la molécule intégrante des chimistes. C'est-à-dire qu'il fait ce fameux lien structure-chimie, structure-propriété. Et ça, c'est fondamental et ça va être toute l'histoire de la cristallographie, de jamais oublier la chimie en regard de la cristallographie, c'est-à-dire la liste, l'inventaire des atomes contenus dans un minéral, ça c'est la formule chimique, mais aussi leur agencement, c'est la cristallographie. Et donc, plus loin, nous allons voir que effectivement les atomes, pardon, à l'échelle de la surface des minéraux, eh bien, vont subir des discontinuités parce que quand on casse un cristal en deux, eh bien, les règles de symétrie pour les atomes qui sont en surface ne sont plus respectées. Ils n'ont pas un alter ego avec qui se sentir bien à l'aise, comme du temps où ils étaient à l'intérieur du cristal. Et donc, on imagine que cette fracture va créer des cicatrices, va créer des déstabilisations très fortes parce qu'il y a des minéraux qui n'ont pas toutes les liaisons qu'ils devraient avoir. Alors, il va se passer plein de choses et ce qui va faire que beaucoup de surfaces des minéraux vont être extrêmement réactives. Elles ne seront pas aussi stables qu'avant le temps de la fracture. On le voit bien notamment sur des pyrites qui, dès qu'elles sont fracturées, commencent à se oxyder beaucoup plus rapidement. Et alors, donc, on a beaucoup étudié donc, la structure de ces surfaces minéralogiques et comment la surface des cristaux se réadapte en fonction justement des éléments de symétrie imposés par le substratum, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous, le volume du cristal, mais aussi en fonction des errements de tous ces minéraux de tous ces atomes, excusez-moi, qui sont devenus un peu, je veux pas dire handicapés, mais je veux dire qu'il leur manque leur moitié a été supprimée. Alors, ils sont extrêmement instables, ils font tout pour essayer de retrouver ce qui leur manque pour se restabiliser. Alors, on va voir, donc en réel, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on voit ces surfaces de cristaux, c'est même quand vous faites un clivage, on a l'impression à l'œil nu que c'est bien plan. On a des magnifiques clivages ici, donc à la Société géologique de France de gypse, on voit bien des surfaces très très planes, mais en réalité, quand on regarde à l'échelle de l'atome, là on est vraiment à l'angstrom, on voit que c'est pas si simple. C'est un gentil petit foutoir, pour parler des choses correctement, et la minéralogie moderne permet de voir justement les atomes en train de fourmiller entre eux, et c'est le petit film d'après, on les voit parce qu'ils ont du mal à se stabiliser à un endroit, et là vous les voyez en temps réel. Alors c'est pas les atomes en tant que tels, c'est l'image des atomes qu'on voit avec ces microscopies, et on les voit, ils sont en train de rechercher leur alter ego, ils ont été déstabilisés, et ils sont pas bien du tout, et ils essayent de trouver n'importe quoi, notamment des molécules qui sont en suspension dans l'air, de l'humidité, parce que l'eau minérale peut apporter des substances, des éléments minéraux en dissolution qui vont se capter et être attrapés par cette surface minérale extrêmement réactive qui va tout faire pour se cicatriser. Et tout sera bon, et c'est ça qui va expliquer des précipitations de minéraux sur des surfaces d'autres minéraux et toute la réactivité chimique qui va induire du métamorphisme, des réactions entre minéraux, enfin tout ce qu'on connaît, toute cette dynamique terrestre qu'on connaît à l'échelle macroscopique. Voilà. Alors dans la diapositive d'après, une grande application au-delà de la cristallographie, bien sûr, c'est les quasicristaux qui ont été découverts par donc ce Dan Shechtman, ce grand physicien en Israël qui lui a valu le prix Nobel en 2011, donc c'est extrêmement récent. Et donc les quasicristaux, ce sont des substances qui montrent des formes cristallines, comme on peut voir sur cette photo-là, où là, on a un vrai dodécaèdre pentagonal. Et à l'intérieur, quand on essaie de regarder comment les atomes sont organisés, eh bien, ils suivent des motifs atomiques réguliers, comme dans les cristaux.
Ils suivent des règles, des règles mathématiques de la cristallographie, des éléments de symétrie, y compris des symétries qu'on voit rarement dans les cristaux, notamment d'ordre 5, mais ça ne se répète pas de façon indéfinie. Donc, il n'y a pas la répétition à l'infini du motif cristallographique qui fait l'essence de la cristallographie moderne, les 7 systèmes cristallins et les 230 groupes d'espace. Et surtout, ça a été découvert au début dans des composés de synthèse, souvent des alliages très riches en aluminium. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que la nature y avait déjà pensé. On n'a rien inventé. On a trouvé à ce jour 2 quasi-cristaux naturels dans une seule météorite, dans une météorite sibérienne, Katirka. Alors, au début, les collègues italiens l'ont trouvé et l'ont appelé icosaédrique parce que l'icosaèdre fait référence à un polyèdre de type quasi-cristal. Et depuis, on l'a trouvé dans 2 décagonites. Ils l'ont retrouvé dans une autre phase, la décagonite, et vous voyez que les 2 compositions chimiques sont très inhabituelles. Hein. C'est des alliages ferro, aluminium, l'un avec du cuivre, l'autre avec du nickel, et on les trouve dans des météorites. Donc, inutile de dire que c'est vraiment des gisements, entre guillemets, très bizarres, puisque ce sont des matériaux extraterrestres, mais ce qui veut dire que dans l'univers, on est envahi et même carrément cerné de quasi-cristaux, alors qu'on les a découverts en 2011. Donc, comme quoi la mère nature est bien plus imaginative qu'on peut bien l'imaginer et qu'on n'invente jamais rien, parce que Madame Mère Nature. Mais on avait besoin que les chimistes et physiciens passent par cette étape de caractérisation, de savoir comment on comprend un quasi-cristal par rapport à un cristal. Et c'est seulement après qu'on pouvait essayer de le trouver dans des échantillons naturels. Alors, dans les diapositives d'après, quelque chose de très simple comme l'eau, eh bien, c'est un énorme sujet de controverse. On se dit, mais tout le monde connaît la structure de l'eau, c'est H2O, donc un atome d'oxygène entouré de 2 hydrogènes. Ça, c'est pour l'édifice moléculaire, mais on essaye, ça, on a tous compris, on est tous d'accord, mais comment ces différentes molécules d'eau s'intègrent les unes par rapport aux autres, notamment pour expliquer les propriétés très bizarres du fait que l'eau se congèle à une température pas exactement à 0 degré, eh bien, tout ça a été l'objet d'énormes controverses sur lesquelles, quand j'étais à Stanford, j'ai pas participé en direct, mais j'ai assisté avec les gens de mon équipe qui ont beaucoup travaillé, notamment Werney, qui a été l'un des premiers à faire des modèles moléculaires pour expliquer la structure de l'eau. Parce que si on se tient uniquement aux édifices H2O, on ne peut pas expliquer les propriétés de l'eau. Là, on explique plutôt la vapeur d'eau. Et donc, il faut qu'il y ait des interactions entre ces molécules d'eau pour expliquer un état liquide et un état liquide qui a toutes ces propriétés qui font que l'eau est un liquide absolument extraordinaire, les propriétés de polarisation, de pouvoir dissoudre des tas d'éléments, parce que c'est incroyable, c'est super dissolvant l'eau. Hein. L'acétone, en comparaison, c'est un petit joueur. Hein. Donc, l'eau a des propriétés, puis on sait que c'est la base de la vie, donc c'est beaucoup de choses, l'eau. 3/4 des processus géologiques sont très activés par l'eau. C'est vraisemblablement la naissance des premiers océans sur Terre il y a 4,4 milliards d'années qui a peut-être fluidifié et initié la tectonique des plaques vers 3,5 milliards. Hein. Donc, c'est notamment dans le manteau supérieur. Donc, l'eau, c'est juste énorme. Et donc, c'était important de comprendre ses propriétés. Alors, je ne vais pas trop parler des détails, mais moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur la différence entre cristallisé, amorphe et liquide. Donc, on est dans cette dynamique-là. Et le mot amorphe, d'ailleurs, qui est très utilisé par les géoscientifiques, encore, de nos jours, on ne l'utilise plus du tout. Maintenant, il est banni parce que amorphe, ça fait plutôt référence à un gaz où toutes les molécules bougent dans tous les sens. Maintenant, on parle plutôt, nous, en géologie, en minéralogie, en cristallographie, d'apériodique. C'est-à-dire, on est un peu comme dans les quasi-cristaux. C'est-à-dire qu'on a des modèles, on a des édifices moléculaires, mais qui se répètent pas à l'infini. Et vous avez ces amorphes apériodiques qui sont très différents des liquides avec l'aspect dynamique, notamment. L'aspect dynamique, là, qu'on voit, j'ai essayé de le montrer ici, quelle est la grande différence, par exemple, entre un verre, comme une obsidienne, par exemple, ou l'obsidienne quand elle est affondue, quand elle est une lave qui s'écoule d'un cratère d'un volcan. Donc, il y a le côté dynamique qu'on n'a pas dans le verre, enfin, en tout cas, à notre échelle d'observation. En fait, le verre, il coule,
même le verre d'obsidienne, il coule, mais pas à notre échelle. Notre vie est trop courte pour s'en rendre compte, mais on voit déjà que, par exemple, dans les cathédrales gothiques, dans les grandes baies de vitraux qui font plusieurs mètres de hauteur, on voit déjà que depuis le XIIIe siècle, le XIIe siècle, à la base des vitraux, l'épaisseur est beaucoup plus grosse que tout en haut, parce que le verre commence à couler, entre guillemets. Et dans la diapo d'après, vous voyez un des calculs que j'ai fait en 2015, notamment sur la structure de la tectique. La tectique sont des verres d'impact qui sont liés à des explosions très souvent dans l'atmosphère de météorites, de comètes, de météores, je ne sais quoi, qui ont explosé et qui ont envoyé une onde de choc qui a grillé, entre guillemets, des roches terrestres et notamment des roches très silicatées. Et on a beaucoup travaillé donc sur la structure. Et vous voyez le modèle de structure qu'on avait calculé en 2015 à partir de tétraèdres SiO4, de tétraèdres AlO4, des bipyramides FeO5, enfin des tas de polyèdres qu'on rencontre assez communément dans les minéraux, que les cristallographes ont bien mis en évidence depuis le début du XXe siècle, avec notamment la diffraction des rayons X, mais nous, on les réintègre dans ces modélisations sur ordinateur qui, après, nous permettent de comprendre la structure de ces matériaux très complexes, où vous voyez des éléments de symétrie au niveau des tétraèdres, des bipyramides. C'est pas, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, c'est pas le bordel intégral, c'est à l'échelle des polyèdres, les choses sont très bien organisées de la même manière que dans un cristal. C'est simplement, là on le voit, on n'a pas de motifs qui se répètent trop à grande distance. Donc c'est un gentil foutoir et on a des méthodologies avec les méthodes synchrotron notamment qui nous permettent donc de commencer à y voir un petit peu plus clair dans tout ce fouillis, mais c'est bien sûr très passionnant. Et là, on ne parle plus de système cristalin ou de groupe d'espace, on est dans des structures extrêmement complexes. Et donc voilà, là. Et pour terminer, pour vous dire qu'on fait encore de la cristallographie tout à fait traditionnelle, mais quelquefois sur des objets du patrimoine. Donc on revient à ce grand saphir de Louis XIV qui a été un cristal, un saphir. Alors depuis A8 1801, A8 a bien tapé sur les dos de Romédile en disant dans son traité en 1801 que le grand saphir de la couronne de France montre la main du poli. Et c'est le mot qu'il utilise. Donc, l'air de dire, Romédile, t'as un peu charrié quand même. C'est évident, tout le monde le voit, notamment avec la constance des angles. Mais nous, comme ça a été poli, j'ai essayé de remonter au cristal d'origine. À quoi ressemblait donc le vrai cristal d'origine? Et en faisant des études cristallographiques, en le regardant notamment au microscope, en regardant ces zones de croissance, on a pu, ce qu'on appelle réorienter donc le cristal d'origine en faisant plus attention à ces formes actuelles qui sont des formes dues au polissage. Et donc, on voit dans la dernière figure tout en bas à droite comment le grand saphir s'intégrait au sein d'un plus grand cristal de corindon, puisque le saphir, c'est une variété bleue de corindon. Et vous voyez que donc, il y a eu un cristal très grand à une époque, dont seulement une seule partie a été conservée, vraisemblablement après les 600 millions d'années à l'époque où ce cristal s'est formé dans les profondeurs de la Gondwana. Il est remonté en surface assez lent par érosion. Et puis, il y a dû y avoir qu'un morceau qui a dû être conservé. Et ce morceau a dû être trouvé par un mineur, certainement au XVIIe siècle. Il l'a poli au plus près du brut, du cristal érodé d'origine qui a été trouvé, parce que c'était une technique de polissage indo-moghole à l'époque, et je pense que ces formes géométriques de rhomboïdes, je ne vais pas dire rhomboïde, de rhomboïde, c'est-à-dire ça ressemble à un rhomboïde, mais ça n'en est pas un, donc doivent être issus d'une technique lapidaire indo-moghole du XVIIe siècle, qui a été importée au XVIIe siècle et achetée par le roi. Voilà tout ce qu'on peut dire de nos jours de la cristallographie en bouclant sur une pièce patrimoniale que vous pouvez voir dans l'exposition Trésors de la Terre qui sera qui est ouverte tous les jours sauf les mardis. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Je ne peux pas m'arrêter, je peux pas arrêter ça sans vous parler du diamant bleu. Ah, sacré diamant bleu. Qui me fascine aussi. Ouais, c'est une belle histoire. En partant de Tavernier, c'est ça? Oui. Golconde. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un peu plus là-dessus? Ah oui, alors sur le grand diamant bleu, c'est une longue histoire. C'est vrai qu'en arrivant au muséum, moi je connaissais absolument rien aux pierres taillées.
Mes collègues qui me suivent le savent, hein, je travaillais plutôt sur les magmas, ces choses-là, donc très loin des pierres taillées. Et donc, j'ai dû mémoriser la collection de pierres précieuses du muséum en arrivant. Et j'ai commencé par le tiroir des diamants parce que bêtement, je pensais que c'était... Il fallait commencer par le plus précieux dans ma tête, donc j'ai commencé par ça jusqu'au moment où j'ai trouvé un moulage en plomb qui m'a beaucoup intrigué parce qu'il a été très beau. J'ai trouvé très beau l'objet à l'origine. Et puis, j'ai bien compris que c'était pourquoi on avait remplacé un diamant par du plomb. Enfin, donc j'ai découvert effectivement l'histoire des sciences. C'est là que j'ai plongé dans le monde des archives. Je me suis rendu compte que beaucoup d'historiens avaient pas forcément écrit des choses très correctes sur toutes ces histoires-là. Et puis, je suis tombé dedans. Et puis, on a maintenant l'exposition Pierres précieuses au muséum, dont j'ai la chance de partager le commissariat avec Liz McDonald de Van Cleef & Arpels. Mais les recherches et les découvertes sur le diamant bleu continuent. Je vais bientôt publier un article qui va montrer, je pense être monté dans le cognitif, dans la tête du lapidaire qui a fait ce diamant bleu, justement avec des approches scientifiques basées sur des concepts de cristallographie d'ailleurs, qui me permettent de comprendre comment les différentes facettes ont été agencées. Parce que quand on regarde, je dirais, le moulage du diamant bleu, cette fois-ci, avec les yeux de cristallographe que je suis, au début, ça me paraissait aberrant de le faire parce qu'une pierre taillée, justement, et Roméville nous a montré qu'il ne fallait pas confondre cristal et pierre taillée. Il l'a appris à ses dépens. Donc, au début, j'ai bien dissocié les deux problèmes. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, là, ces derniers temps, qu'une vision cristallographique pouvait aider à comprendre beaucoup de choses sur le lapidaire. Parce que le point commun entre le cristallographe et le lapidaire, c'est qu'on voit les pierres en 3 dimensions. C'est le point commun. Et vous savez qu'il y a 8% des gens qui savent voir un objet en 3 dimensions dans la tête. Nous, j'ai eu des étudiants très, très bons en minéralogie, en tout, mais ils se cassaient la figure sur la cristallo parce qu'ils avaient du mal à voir en 3D. Et les lapidaires, les cristallographes ont ces capacités en commun. C'est naturel, on a cette chance, donc on y arrive très bien. Et j'ai compris plein de choses. Et donc, je vais publier cela dans pas longtemps. C'est absolument passionnant. Parce que ce diamant est juste un ovni absolu. Son histoire est fascinante. Son histoire est fascinante et là, ce que je vais révéler de son histoire, notamment de sa taille sous le règne de Louis XIV, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est vraiment étonnant. Donc la saga continue. La saga continue. J'ai même trouvé un autre diamant bleu. Je vous donne une information. En fin de compte, la couronne sous Louis XIV avait un deuxième diamant bleu que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé toute l'histoire. C'est une histoire, mais incroyable, absolument. Donc, on continue tout ça. Et tout ça en parallèle de toutes les redécouvertes sur l'histoire de la cristallographie que j'ai refaites et qu'on peut voir en ce moment dans l'expo Pierres précieuses en parallèle, justement. Et on voit comment les découvertes de la cristallographie ont orienté la science des pierres précieuses. Donc, on essaye de parler des pierres précieuses avec le côté glamour, Hollywood, Starlet et compagnie, VIP. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est de savoir toutes ces connaissances scientifiques qui sont derrière. Et la cristallographie a été un élément tout à fait moteur de la structuration des raisonnements autour des pierres précieuses, parce qu'avant, elles étaient, je dirais, l'apanage des joailliers, qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient au niveau des nomenclatures. Dès que c'était rouge, forcément, c'était du rubis, parce qu'évidemment, tout le monde y avait un intérêt trébuchant et sonnant. Et vraiment, Hayley va mettre de l'ordre là-dedans. Il va dire, c'est pas parce que c'est rouge, c'est du rubis, pas parce que c'est vert, c'est de l'émeraude. Ça va pas faire plaisir à beaucoup de joailliers, hein, bien sûr, mais il va mettre de l'ordre là-dedans et va être le premier à classer les pierres précieuses suivant son système de minéralogie. Et là, on va rentrer dans des pierres précieuses qui ne seront plus que des instruments que de pouvoir ou d'ostentation, mais elles vont devenir des instruments, des objets de science. Et c'est de là que va venir la confiance dans le marché des pierres précieuses qui va, en fait, les joailliers vont se rendre compte après cette fait dépossédé de la connaissance des pierres précieuses par les scientifiques, et en particulier à lui, ils vont se rendre compte que ces maudits scientifiques, ils vont justement structurer tellement bien le domaine qu'il va y avoir une confiance qui va s'instaurer dans le commerce des pierres précieuses et qu'on vendra une pierre précieuse avec un certificat d'authenticité qui va justement décrire toutes ses propriétés minéralogiques. Et comme ça, le consommateur achète en bonne et due forme une véritable pierre parfaitement expertisée, parfaitement certifiée. Et ça va décupler la joaillerie parce que justement, les gens seront sûrs
quand on leur dit que c'est une émeraude, que c'est vraiment, vraiment une émeraude et pas une émeraude d'Inde, etc. Parce que les joailliers ont toujours été très prolixes dans les nomenclatures fantaisistes. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous. Merci à vous tous. Pour avoir participé. Merci à vous tous. Venez voir cette exposition à la GIA. Absolument. C'est super. Alors, on nous a dit effectivement qu'on n'a pas fait de zoom sur les vitrines, mais c'était une présentation rapide. On vous propose en fait de venir la visiter dès demain, oui. En fait, puisqu'on va être ouvert, parce qu'il y a une autre visite guidée d'une autre exposition par Solène sur les cartes anciennes qui a lieu dans la Maison de la Géologie. Mais demain matin, dès 10h et jusqu'à milieu d'après-midi, vous pouvez venir à la Maison de la Géologie dans la bibliothèque. Et puis sinon, dès la semaine prochaine, dès lundi, aux heures d'ouverture, tout simplement. Est-ce qu'on me demande si des personnes ont quelques questions à poser pendant 5 minutes? On va voir s'il y a des questions qui tombent là sur le petit chat de discussion. Est-ce qu'elle est toujours visible, l'exposition Pierres précieuses? Alors oui, on l'a, grande nouvelle, on l'a prolongée jusqu'à 22 août. Donc après être venu visiter cette magnifique exposition, allez au musée. Éventuellement, il y a 2 expositions qui vous attendent. La permanente, soit vous avez le temps parce qu'elle est pas loin, elle fermera pas tout de suite, mais l'exposition Pierres précieuses, parce que vous verrez le goniomètre de Haïby, version Carangeau, le fameux burin et la calcite de Monsieur de France que vous avez vu là et en présentation, mais qui sont exposés pour la toute première fois. Les pierres précieuses de Haïby montées sur des petits socles à l'ancienne. C'est mignon comme tout, avec les petites étiquettes. Et on voit des pierres précieuses qui sont pas dans le bling-bling, qui sont dans la rigueur scientifique. Et c'est très beau. Et la présentation fait aussi qu'on voit la pierre brute. On voit parfois encore, voilà. Et on monte jusqu'à des sommets de sophistication, jusqu'à des pièces absolument sublimes. C'est une découverte. Oui, venez parce qu'on a 3 des 5 plus beaux rubis du monde. On a fait très fort en rubis. On a notamment le grand rubis flamboyant de 25 carats, qui est une vraie merveille. On a une topaze rouge de 27 carats, qui est absolument extraordinaire. Donc, on n'est pas prêt de refaire cette exposition-là avant 20 ans. Et surtout, beaucoup de ces pièces, vous savez, maintenant, les grands collectionneurs ne veulent plus prêter parce qu'ils veulent conserver beaucoup d'anonymat autour des pièces et notamment des effets de buzz. Donc, moins les pièces sont présentées, mieux c'est pour la valeur de la pierre. Donc, on a encore quelques gentils collectionneurs qui nous ont vraiment ouvert leur coffre pour qu'on puisse montrer leurs échantillons. C'est une belle collaboration avec l'école des mines ParisTech, où ils ont notamment la vitrine Péridot, elle est absolument incroyable. Entre les échantillons d'école des mines, c'est du muséum, et la parure de Péridot de Peggy Rockefeller, qu'on a acheté rien pour l'exposition. Donc, c'est Peggy Rockefeller, hein, voilà. Ce sont des objets d'art, hein, c'est pas des pièces à porter de nos jours. Hein. Maintenant, c'est à admirer. Et donc, oui, on a fait, je pense, une très belle exposition, voir l'arbre de Jean Vendôme qu'on a recréé, qu'on a redécouvert au muséum il y a 2 ans, la grande table des Orsini aussi, qui est une vraie merveille, redécouverte il y a peu de temps. On la connaissait, mais on connaissait pas toute son histoire, donc etc., etc., etc. Donc il y en a vraiment pour les minéralogistes, les géologues, les lapidaires, pour les joailliers et tous leurs amis. Et pour ceux qui aiment les belles choses, la scénographie est super. Oui, voilà, c'est vrai. L'agence Vraiment Cool nous a fait un très, très beau travail. Mais par contre, il faut réserver son petit créneau à l'avance. On ne peut pas y aller au débeauté. Alors, il paraît qu'on a quelques questions. Oui. Comment s'appelle le musée de la cristallographie? Alors, des musées de la cristallographie, à ma connaissance, il n'en existe pas en tant que tel, dédié, mais effectivement, à Jussieu, il y a, si je me rappelle bien, Jean-Claude Bouillard a dédié quelques espaces à des éléments de cristallographie. On peut en voir aussi dans les premières antichambres à Mines ParisTech, il y a quelques objets très intéressants. Et puis, mais je crois que les collections les plus riches sont quand même au muséum, mais malheureusement, beaucoup de choses ne sont pas présentées et je le regrette. J'aimerais bien. Des choses à fouiller. Elles sont déjà bien faites, mais ça reste dans les tiroirs. J'aimerais bien sortir toute la collection Romédile parce qu'elle est vraiment extraordinaire.
Elle nous dit beaucoup de choses, plein de choses chez IUI, je veux dire, énormément de choses. Notamment, il y a une pièce que j'ai pas présentée ici, on n'avait pas le temps, mais un problème que IUI a posé aux étudiants. Donc, j'ai retrouvé le problème dans ses archives posé aux étudiants avec le problème et la figure à résoudre de cristallographie. Et surtout, j'ai retrouvé le polyèdre en question dans les collections de cristallographie, c'est-à-dire chez nous, alors que le manuscrit était à la bibliothèque du muséum, qui illustre le problème de René Juste-Aiguille et un polyèdre qui a été fait avec des cartes de jeu qui ont été repliées, un peu comme on fait de nos jours avec les pliages, vous en parliez tout à l'heure. Et j'ai retrouvé donc l'élément d'un problème qui était posé aux étudiants en 1807 de sa classe de minéralogie au muséum, de cristallographie. Ben, je peux vous dire, franchement, je vous fais un aveu, je suis pas sûr que je peux résoudre le problème. Parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Parce que c'est vrai que de nos jours, on raisonne pas dans ces termes comme à lui. Mais c'est très émouvant quand vous voyez le problème d'un étudiant. On a l'impression de revenir en arrière, surtout qu'on ne comprend rien à l'énoncé. C'est surtout comprendre l'énoncé. Les mots ont trop changé. C'est très émouvant de voir ça. Oui, c'est toujours. J'aimerais bien qu'on montre tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Malheureusement, quand on parle de cristallographie et quand on a fait l'exposition de 2014 Paris perso de la cristallographie, ça a eu un succès, je dirais, légitime, mais le terme cristallographie fait très peur, très très peur, même chez les spécialistes. Alors qu'on a essayé de le présenter d'une manière douce, glamour, vraiment comme vous le faites, de façon très simple. Bien sûr, on va pas dans les groupes d'espace, on va pas dans les éléments de symétrie, c'est pas le. Mais on montre des beaux objets, vraiment des beaux objets et qui ont du contenu. Et les modèles en cristaux de René Juste-Aiguille, c'est-à-dire les deux modèles originaux de la figure qui sont là, je les ai retrouvés dans les collections. Il y en avait un qu'on connaissait, mais l'autre, celui de la Pyrite, on ne le retrouvait pas. J'ai retrouvé il y a 4 ans au fond d'un tiroir. J'en ai presque pleuré en le trouvant. Et ils sont extrêmement émouvants parce que et ce sont des chefs-d'œuvre de l'ébénisterie parisienne de la fin du XVIIIe siècle. Hein. C'est des chefs-d'œuvre d'ébénisterie. Quand on voit la précision avec laquelle ils sont fabriqués, ça a pris un temps fou. Et avec des collègues suédois, notamment Jan Kellman de l'université d'Uppsala, qui est le grand Manitou de tous ces choses-là, il nous aide beaucoup pour mettre tout ça en ordre. Et maintenant, on a une vision très claire des pièces les plus anciennes, les pièces issues de Daubenton, les pièces issues d'Ahui à l'époque de l'école des mines. Parce qu'Ahui, quand il est venu au muséum en 1801, il est venu avec toute sa collection d'objets et on s'en est rendu compte. À l'école des mines, à l'époque, on pensait que les objets avaient disparu. Ils avaient été brûlés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que Lydie Touret, l'ancienne conservatrice, m'avait dit. Non, en fin de compte, Ahui les avait emmenés au muséum. Simplement, nous, c'était pas bien classé. Donc, ça y est, on a fait tout ce travail et c'est magnifique à ouvrir tous ces tiroirs. Oui, c'est un travail de chargé de conservation. On fait ça, on s'occupe du grand saphir, du diamant bleu. Voilà, quand on ouvre un tiroir, il y a toujours plein de questions qui se posent et donc il faut les résoudre. Voilà, c'est un beau métier. Moi, je dis qu'on fait le plus beau métier du monde. Absolument, mais je suis d'accord avec vous. Je suis jalouse. Et après, on va aussi dans les archives pour revoir. J'ai montré tout à l'heure le testament de Romédie. C'est moi qui l'ai retrouvé. Hein. Et donc, et notamment, toutes ses dernières volontés. Il était aveugle 3 jours avant de mourir. Et il dit, ça, c'est ma collection la plus précieuse, etc. Et quand je retrouve, moi, dans nos collections, ce dont il parlait, et ben on se rend compte que des trucs que personne n'avait vu chez nous, hein, c'était resté et on se rend compte que c'est la plus ancienne collection de modèles cristallographiques d'au moins 1772, c'est-à-dire à peu près en même temps que Tidström qui avait fait les modèles en bois pour Linné et après pour Bergman à Uppsala, c'est-à-dire on est vraiment dans les tout premiers balbutiements de la cristallographie, c'est des beaux objets. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, il n'y a pas d'autres questions. On nous demande effectivement si cette vidéo-là sera accessible. On a une chaîne YouTube. Donc, effectivement, d'ici, peut-être pas aujourd'hui, mais au plus tard, lundi ou mardi, il sera possible de revoir, effectivement, cet échange, de cette exposition qu'on a mis en place, qui a été mise en place à la Société géologique de France. Donc, très émouvante. Et puis, donc, pour conclure, encore un grand merci à vous. Merci à vous. Merci à la AGF pour tout ce que vous faites.
maintenant je vous rencontre. Et puis vous avez publié récemment, je crois que c'était en 2018, comment reconnaître justement les minéraux et les gemmes. Ah oui, on a fait continué à publier sur le sujet. On attend ce que vous allez continuer à publier. Donc déjà un grand merci à vous. Je tenais aussi à remercier Jean-Claude Bouillard qui a voulu nous prêter des minéraux de la collection de minéralogie de Jussieu. Super. Je tiens aussi à remercier Camille François de la commission de la carte géologique du monde qui nous a aidés un petit peu pour l'exposition, et puis à comprendre parfois, moi qui ne suis pas du tout minéralogiste. Mais justement, c'est un avantage. Vous avez l'œil du candide, entre guillemets. Très candide, je pense. Oui, mais au sens Voltaire. Voilà, merci beaucoup. Et puis remercier aussi Sébastien Garneau qui fait que tout est possible à la SGF pour être diffusé, pour que les vitrines tiennent et que les minéraux soient correctement exposés avec des petits secrets de placement. Voilà. Merci à tous et puis bon après-midi. Et portez tous très bien.